Bonjour et bienvenue dans cette première webconférence tuto radio. Je m'appelle Émeric, je suis radiologue, conférencier, chef de clinique et créateur de la chaîne de conférences de radiologie en ligne Tuto Radio. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à télécharger juste ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour réussir un dossier d'imagerie. C'est une méthode d'analyse systématique que je vous propose pour ne plus faire d'oubli et rester serein sur n'importe quel dossier d'imagerie. Cela vous permettra également d'être abonné à ma newsletter pour recevoir des trucs, des conseils et astuces et être au courant de mes prochaines conférences. C'est parti pour cette première webconférence sur l'embolie pulmonaire. Alors la méthode d'imagerie diagnostique de référence de l'embolie pulmonaire, c'est l'angioscanner thoracique. Alors j'ai quelques précisions à vous faire sur la partie technique de l'imagerie pour l'embolie pulmonaire. La première chose, c'est que la radiographie thoracique est systématique en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, non pas spécifiquement pour rechercher des signes directs d'embolie pulmonaire, mais plutôt pour éliminer un diagnostic différentiel. Ça peut être un œdème aigu pulmonaire, ça peut être une pneumopathie, ça peut être d'autres choses. L'idée est d'éliminer un diagnostic différentiel. Le diagnostic positif se fera avec l'angioscanner thoracique. Donc c'est un examen qui permet d'explorer l'arbre artériel pulmonaire. Et donc pour avoir un examen de qualité, vous devrez vérifier que l'arbre artériel pulmonaire est bien opacifié. Attention, un angioscanner peut tout à fait intéresser uniquement l'aorte, cela dépend du temps d'injection. Donc faites très attention à bien vérifier que l'arbre artériel pulmonaire est bien opacifié pour faire le diagnostic. La fenêtre de visualisation pour étudier cet angioscanner est la fenêtre médiastinale ou partie molle qui permettra d'étudier cet arbre artériel pulmonaire dans un premier temps dans le plan axial et ensuite dans les trois plans. Alors, ce qui fait le diagnostic positif d'embolie pulmonaire, c'est la visualisation d'un défaut ou défect d'opacification qui peut être partiel ou total d'une artère pulmonaire et qui peut être également proximal ou distal. Ce défect ou ce défaut d'opacification est dû au thrombus qui est dans la lumière de l'artère pulmonaire et qui est moulé par le produit de contraste qui se trouve autour de ce thrombus. Donc ça, c'est vraiment ce qui affirme le diagnostic positif. Ensuite, on peut avoir des signes d'accompagnement qui peuvent être associés à ces signes directs de diagnostic positif. On peut avoir un épanchement pleural réactionnel inflammatoire qui est souvent de faible abondance. On peut avoir un infarctus pulmonaire qui va se manifester sous la forme d'une opacité alvéolaire non systématisée à un lobe le plus souvent. Cette opacité alvéolaire sera périphérique, sous-pleurale, globalement triangulaire et à base sous-pleurale et bien sûr se trouvera en aval, en distalité d'un territoire qui fait l'objet d'une embolie pulmonaire, la plupart du temps assez distale. Alors la partie la plus importante, c'est la recherche des signes de gravité, des complications de cette embolie pulmonaire. Si cette embolie pulmonaire est proximale, c'est-à-dire qu'elle concerne soit le tronc artériel pulmonaire, soit les artères pulmonaires droite et gauche ou leur première branche de division, on va éventuellement avoir un retentissement à type d'hypertension artérielle précapillaire qui peut être important, voire des signes d'insuffisance cardiaque. Donc il y a 4 signes importants à rechercher pour ce diagnostic de cœur pulmonaire aigu ou insuffisance cardiaque droite aiguë. On a d'abord la dilatation des cavités cardiaques droites, c'est-à-dire l'atrium droit et le ventricule droit, qui normalement ont un calibre et un diamètre moins important que celui du ventricule gauche. Donc on va voir que ces cavités droites, de manière on va dire subjective, sont dilatées. La deuxième chose qui correspond à la même entité finalement physiopathologique, c'est que le diamètre transversal du ventricule droit va être supérieur au diamètre transversal du ventricule gauche, alors que normalement c'est l'inverse, d'où le rapport ventricule droit sur ventricule gauche supérieur à 1.
c'est un argument complémentaire et qui répond également à cette description de dilatation des cavités cardiaques droites. La troisième chose, c'est le septum paradoxal, le septum interventriculaire, qui du fait de cette dilatation des cavités droites va finalement bomber vers le ventricule gauche, c'est ce qu'on appelle le septum paradoxal. Et enfin, le dernier signe qui est moins connu, un peu plus difficile, c'est le reflux cavo-sushépatique, c'est-à-dire qu'on a une surpression telle dans les cavités droites que le produit de contraste reflue à contre-courant au sein de la veine cave et des veines sushépatiques. C'est pour ça qu'on appelle ce signe le reflux cavo-sushépatique et ça se manifeste, comme vous le voyez sur les images, par la présence de produits de contraste au sein de ces structures à un temps très précoce qu'on ne devrait bien sûr pas du tout voir à ce moment-là. Donc pour synthétiser, le diagnostic positif d'embolie pulmonaire, c'est l'angioscanner thoracique au temps artériel pulmonaire qu'on réalise systématiquement après une première radiographie thoracique pour éliminer les diagnostics différentiels. Le diagnostic positif est posé par le défaut d'opacification artérielle pulmonaire partielle ou totale et il faudra rechercher les signes de gravité, les signes de complications d'insuffisance cardiaque aiguë droite ou cœur pulmonaire aigu, c'est la même chose avec tous les signes que je vous ai précédemment cités. Vous pouvez télécharger si vous le souhaitez la fiche de synthèse qui résume l'ensemble de ce que je viens de vous expliquer. Vous avez également la possibilité sur cette fiche de vous entraîner sur la description de l'anatomie normale d'un angioscanner thoracique parce que c'est des questions qui tombent régulièrement aux ECN. Et enfin, en deuxième partie de fiche, après les images annotées, vous retrouvez les mêmes images non annotées qui vous permettent de vous entraîner à rechercher ces signes sans les annotations. J'espère que cette première webconférence vous aura plu et aura clarifié certains points pour vous. Si vous avez encore des questions, des difficultés, bien évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous invite également à surveiller vos mails puisque je vais vous envoyer un cas clinique pour la prochaine webconférence qui vous permettra de vous tester et de vous challenger entre vous. Bravo pour avoir suivi cette première webconférence et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto radio.